Le Salon de l'agriculture en France, c'est toujours un événement. C'est aussi l'occasion de faire un état des lieux du secteur. Cette 62e édition se fait sans ces vaches. C'est inédit. Les éleveurs n'ont pas voulu prendre de risques après l'épizootie de DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Il y a aussi ces crues exceptionnelles qui ont ravagé les cultures dans le sud-ouest ces dernières semaines. Alors faut-il repenser un modèle mis en place au sortir de la guerre mondiale? On en débat avec mes invités. Yohann Barbe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des producteurs de lait, porte-parole de la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole français. Vous venez tout juste de ce salon et vous allez y retourner juste après cette émission. Et cette agriculture française, je le disais, elle a pris un virage radical au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est votre champ d'études, Léandre Mandard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Vous avez notamment collaboré à cette bande dessinée Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. C'est paru chez Delcourt. Alors ce salon, c'est un rendez-vous politique, parfois tendu, parfois moins. Emmanuel Macron est resté plus de 12 heures sur place hier. Et après avoir annoncé son intention de boycotter le traditionnel petit déjeuner du salon de l'agriculture avec le chef de l'État, le patron de la coordination rurale, qui est un syndicat agricole, là aussi, a finalement accepté une réunion bilatérale avec le président. Mais quand même, juste avant, il a laissé éclater sa colère. On l'écoute. Moi, un salon où il n'y a pas de vaches, parce que la crise de la DNC a été mal gérée, parce qu'aujourd'hui, les réponses sur la loi d'urgence ne sont pas apportées, la rapidité, ça fait 2 ans qu'on nous balance. Alors, on ne va pas non plus aller lui cirer les pompes. Hein, voilà. Et puis, c'est un salon qui est triste. Quand je vois là, moi, qu'il n'y a pas de vaches, je n'ai jamais connu le salon sans vaches. Voilà. Donc, il y a quand même un problème de fond. Alors, soit le président de la République s'en fout complètement parce qu'il lui reste un an, mais on ne va pas aller lui cirer les pompes sur un salon qui ne met pas en avant le... Enfin, c'est le salon de la souffrance. C'est le premier qu'on a, quand même. Hein, voilà. Le salon de la souffrance, vous êtes d'accord, Yohann Barbe? Alors je suis pas d'accord et déjà je voudrais juste reprendre, c'est le salon pas d'un rendez-vous politique, mais c'est un salon justement du rendez-vous du monde agricole avec le monde citadin pour justement oui, mais c'est un lieu incontournable pour les politiques. C'est un lieu incontournable, mais il ne faut pas qu'ils se l'approprient. Et ça, c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, nos hommes politiques viennent là parce qu'il y a des caméras, ils veulent se faire entendre, bien se faire voir par le monde agricole. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils nous apportent comme réponse concrète après le passage sur le salon. Et aujourd'hui, c'est bien là souvent le malaise. Alors, mais je reprends ces mots quand même, qui sont forts. Hein. Le salon de la souffrance, est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture connaît une crise jamais connue avant? Alors je pense qu'elle connaît une crise jamais connue. Je ne sais pas si c'est le terme, je suis trop jeune sûrement pour le savoir, mais pour savoir ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on traverse une crise depuis des années, puisqu'on le dénonce. Et malheureusement, on a du mal à avoir une réponse politique concrète, alors aussi bien au niveau de l'État français, mais aussi au niveau européen. On est en train de passer une crise sanitaire, une crise climatique, une crise politique franco-française qui bloque quand même toute évolution, tout cap pour l'agriculture. Et quand vous êtes agriculteur, les investissements, vous ne les faites pas pour 2 jours, mais plutôt pour une quinzaine d'années. Et là, vous trouvez que quand vous êtes dans l'incertitude, vous n'investissez plus. Alors vous êtes trop jeune pour avoir connu effectivement d'autres époques, Yohann Barbe, mais vous êtes historien, Léandre Mandard. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture française vit une crise inédite ou malheureusement, ce sont des crises qui se répètent depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin? Oui, on peut dire que l'agriculture, ça fait vraiment des décennies qu'elle est constamment en crise. Hein, et c'était déjà le cas au lendemain aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir de cette période aussi, des années 50, qu'elle a commencé finalement à se... Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement, effectivement. Le modèle actuel, qui est un modèle productiviste, un modèle d'agriculture industrielle, il s'est vraiment développé dans l'après-guerre et surtout à partir des années 60, avec des grandes lois d'orientation agricole sous De Gaulle, etc. Mais après, quand monsieur, représentant de la FNSEA, me dit qu'il regrette cette crise, peut-être, mais ça me fait un peu sourire quand même, parce que la FNSEA, avec l'autre syndicat des jeunes agriculteurs auquel il est allié, eh bien, co-gère cette politique agricole depuis justement ces années 60, où il y a un système de cogestion vraiment qui a été mis en place entre les pouvoirs publics et les syndicats dominants de la FNSEA JA. Alors justement, pour revenir à cette transformation de l'agriculture française, hein, c'est vrai que là, moi je vais vous laisser répondre à Léandre Mandard, évidemment, Yohann Barbe, mais est-ce qu'effectivement on n'est pas allé trop loin dans le productivisme, dans le fait de réunir, ce qui a été le cas, hein, de réunir des petites exploitations pour en faire des plus importantes, pour être plus productives, aussi pour avoir peut-être plus d'aide européenne? Est-ce qu'on est allé trop loin dans ce modèle, selon vous? Juste pour répondre quand même à monsieur sur la cogestion, parce que le terme cogestion, moi j'aimerais qu'on en fasse une vraie définition tous ensemble.
Parce qu'il y a un moment, parce que la FNSEA, les jeunes agriculteurs, effectivement, c'est un syndicat historique majoritaire et on le revendique et on en est fiers. Et parce qu'on discute avec le gouvernement, on est tout de suite dans la cogestion. À aucun moment, la FNSEA prend le stylo pour signer des arrêtés. À aucun moment, la FNSEA... Oui, mais vous avez un moyen quand même de pression important sur les politiques. Mais comme a connu d'autres syndicats du monde salarié, enfin, je veux dire, la CGT aussi est dans la cogestion, donc on est tous dans la cogestion. On est dans un gouvernement qui a besoin, pour exister et faire avancer les choses, d'entendre les syndicats. Donc, est-ce que vous vous sentez un peu responsable de cette crise, justement, parce que vous êtes là depuis très longtemps et on dénonce des choses, depuis très longtemps. On sort d'après-guerre où il fallait nourrir une population qui avait besoin de manger. On ne s'est pas posé vraiment de questions. On a demandé au monde agricole de produire. Le monde agricole a produit. Le monde agricole est resté isolé dans ses exploitations. Et aujourd'hui, on reproche au monde agricole, finalement, d'avoir utilisé des molécules chimiques et tout ce qui s'ensuit pour produire une quantité importante de denrées alimentaires, mais surtout saines pour les consommateurs. Et l'espérance de vie, c'est grâce au monde agricole qu'on l'a jamais tant augmenté. Et pourtant, il y a aussi une défiance qui s'est développée envers justement ces pesticides. On a vu que la loi Duplon a vraiment soulevé beaucoup de craintes auprès de la population. Et vraiment. On peut l'entendre. Et c'est exactement pareil que quand on veut supprimer des produits ménagers qui marchent très bien et que tout d'un coup on dit tiens, c'est plus possible, il ne faut pas le prendre. On est pareil. Aujourd'hui, la crise qu'on est en train de vivre, c'est surtout une crise parce que les gouvernements successifs ont arrêté la recherche pour aider le monde agricole. C'est pour ça que je veux revenir à ça, c'est un point essentiel. Les chambres d'agriculture, après-guerre, ont accompagné l'ensemble des agriculteurs justement vers cette production pour assurer l'alimentation des Français et des Françaises. Aujourd'hui, on a plutôt des contrôleurs qui viennent sur nos exploitations nous dire comment il faudrait faire et surtout nous pénaliser pour les erreurs. On n'a plus personne qui accompagne l'agriculture, on n'a plus de recherche autre que de la recherche privée. Et quand vous parlez de recherche privée, et là pour le coup la FNSEA n'est pas dedans, bah c'est souvent du business derrière, donc ils ne vont pas chercher des choses qui vont arrêter le business. Et moi aujourd'hui, je peux vous dire que les premiers qui seraient contents de se passer des molécules chimiques, c'est bien le monde agricole. La seule mais après, chose, vous dites qu'il faut plus de recherche. Mais on va y revenir. Il n'y a pas de revenus. Je voulais vous faire écouter un maraîcher cette fois, un maraîcher qui est en train de souffrir comme beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs aussi dans le sud-ouest de la France. Il s'appelle Louis-Marie Paluet et lui, il a vu toutes ses cultures inondées, donc beaucoup de pertes. On l'écoute. Et bien également nos cultures de fin d'hiver et de début de printemps. C'était ici, donc on avait nos récoltes pour le mois de mars, c'était ici. Et voilà, les récoltes perdues, notamment les oignons, on les voit un petit peu flotter, les épinards sont sous l'eau, les fèves, les fenouilles, les petits pois, tout est perdu. Au niveau financier, matériel, on a perdu environ 15 000 € de pertes. Et puis surtout les pertes d'exploitation au niveau récolte. Et puis tout le temps qu'on a pu passer au printemps et pendant l'hiver, tout ce temps-là, il n'aura servi à rien. Voilà, on sent son désarroi, évidemment. Léandre Mandard, ces dégâts ils sont liés à des successions de tempêtes, mais aussi à l'activité humaine et aussi au fait qu'on a redessiné le paysage en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bien oui, alors des inondations, il y en a toujours eu, mais on note quand même une recrudescence des aléas climatiques catastrophiques, que ce soit des inondations, des sécheresses. Et effectivement, c'est l'action humaine qui a une influence sur le climat et qui entraîne ces problèmes-là. Et par ailleurs, il y a aussi des problèmes, effectivement, des inondations qui sont plus nombreuses du fait des suppression des haies, effectivement, en Bretagne. Artificialisation des sols, tout ça, vous avez noté cette accélération Oui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le nie. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut que l'agriculture s'adapte, en fait, par exemple, aux sécheresses, en cessant, par exemple, d'irriguer du maïs intensif produit pour l'exportation, par exemple, pour lequel on met en place des méga-bassines, par exemple, qui pompent dans les nappes phréatiques. Enfin, tout ce modèle-là hyper productiviste tourné vers l'export que soutient à fond la FNSEA, eh bien, c'est ce modèle-là qui nous mène aussi à la perte et qui, in fine, en dernier ressort, a des conséquences aussi environnementales dramatiques. Alors, Johan Barbe, là aussi, est-ce que vous vous dites, vous êtes en première ligne en tant que, alors vous éleveur et en tant qu'agriculteur, vous voyez bien le réchauffement climatique. Est-ce que là, on se dit, bon, il faudrait peut-être revoir ce qui a été fait, c'est-à-dire donc replanter des haies, changer de modèle? Enfin, on est toujours en ligne de mire, le monde agricole, et c'est très bien. Et ça me fait plaisir de voir un historien
parler plutôt de l'avenir que de l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais c'est quand même pas à cause du monde agricole si on subit des inondations, si le réchauffement climatique il est aussi important. Enfin, on n'est pas systématiquement les responsables. Donc c'est bien de toujours trouver des coupables, c'est souvent le monde agricole. Mais quand on voyait des images comme vous avez montré là, avec des inondations partout, et que de l'autre côté, j'ai des termes de méga-bassines, alors qu'on est incapable de stocker de l'eau en France, justement, pour pouvoir produire au bon moment, parce qu'on parle du maïs, mais on ne parle jamais aussi assez de notre dépendance aux importations pour les fruits et légumes, surtout, parce qu'on ne les produit plus en France, parce qu'on est incapable de stocker l'eau. Donc je veux dire, moi je veux bien qu'on essaye d'attaquer tel ou tel modèle. Ce qui est important, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire française demain, si on ne veut plus être attaqué. Ce qui est en train de se passer sur la planète, en ce moment même, c'est plus une guerre des bombes, il y en a malheureusement encore en Ukraine, mais c'est souvent une guerre alimentaire. Et si la France n'est pas capable de répondre à la demande de ses propres consommateurs, nous serons perdus demain. Oui, mais donc, le modèle agricole. Voyez, effectivement, mais Johan Barbe, vous avez raison, mais le fait est qu'on voit bien que les dégâts, ces inondations, justement, est-ce que là, il y a une réflexion? C'est nous les premières victimes. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui est entamée? Il y a des réflexions entamée de long terme qui sont faites. Aujourd'hui, quand les grandes villes veulent se protéger, qu'est-ce qu'elles font? Elles inondent nos prairies. Alors, il ne faut plus les toucher, machin, pour protéger, mais c'est souvent l'agriculture qui sert de réserve le temps que les grandes villes comme Paris ne soient pas inondées. Je suis pourtant de l'Est de la France, dans les Vosges, à quelques centaines de kilomètres de chez moi, on a le lac d'Uder qui sert à protéger les villes de Paris. Alors c'est très bien, tout le monde est content, mais le jour où c'est que ça déborde, c'est la faute encore du monde agricole. Je suis désolé, tout n'est pas dû au monde agricole, tout n'est pas dû soi-disant à une cogestion de la FNSEA, bien au contraire. Et on continuera à se battre pour qu'une agriculture puisse continuer à vivre dignement du métier. Mais si demain, vous êtes capable de nous assurer des revenus avec une agriculture différente, il n'y a pas de sujet. Et pour l'instant, vu l'état du monde agricole, c'est totalement la France le contraire. Alors vous allez on s'affaiblit tous les jours. Oui, effectivement, la France est en train de perdre son rang de puissance agricole parce que avec toute cette, on le rappelle, au sortir de la guerre mondiale, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais il y a eu toute une mécanisation, une industrialisation pour avoir une agriculture forte, et ça a fonctionné au début. Bien, oui, ça dépend quels critères on retient, mais on peut dire que l'agriculture a vraiment été mise au service de l'expansion industrielle de la France, au service aussi de considérations géopolitiques de puissance. Et aussi, et pour ça, on a vraiment inséré l'agriculture sur le marché mondial. Et aujourd'hui, finalement, aussi avec et à ce jeu-là, la France économiquement a été gagnante jusqu'à un certain point, mais aujourd'hui, avec le Mercosur et puis les produits d'Amérique du Sud, par exemple, qui vont peut-être arriver bientôt, c'est le retour du bâton, en quelque sorte. Mais je voudrais juste peut-être réagir aussi aux propos de M. Barbe quand il parle du monde agricole. Alors déjà, moi, je ne veux pas attaquer le monde agricole, parce que j'en suis moi-même issu, je serais un peu peut-être masochiste dans ce cas-là, mais le monde agricole... En fait, il est divers. Alors peut-être que la FNSEA prétend représenter l'entièreté du monde agricole. Bon, à mon avis, c'est pas vraiment le cas. Mais il y a plusieurs agricultures. Il y a aussi des disparités énormes, notamment de revenus, des disparités sociales, économiques au sein de ce monde. Et en fait, tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts. Des grands céréaliers qui sont devenus quasiment des businessmen, comme M. Arnaud Rousseau, qui est président de la FNSEA, qui est aussi président du groupe Avril. Effectivement, on quand même beaucoup de ressources liées à la PAC, plus on a de grandes exploitations. Il faut expliquer effectivement... parler un peu d'histoire, parce que malheureusement, il ne parle pas de l'histoire, mais l'histoire de la PAC, qui finalement a été la politique agricole commune, en Europe, qui a accompagné le monde agricole, notamment le grand changement de la PAC, c'est dans les années 90. En 92, quand la politique agricole commune a complètement changé, ça veut dire que dans un premier temps, l'Union européenne interagissait directement sur les marchés pour garantir une rémunération à l'ensemble de l'agriculture européenne. Et en 92, il a été décidé de faire autrement, ça veut dire de mettre une aide surfacique. Très bien, on a aidé dans un premier temps plutôt le monde végétal parce que c'était l'engagement de la PAC. On avait des aides aussi sur la partie élevage qui tout doucement sont devenues plus importantes sur la partie élevage. Mais aujourd'hui, la politique agricole commune, elle doit être révolue parce qu'on ne peut pas sauver l'agriculture dans le modèle tel qu'il est là et dans le même temps nous ouvrir tous les jours au marché mondiaux. Oui, mais pour vous, l'avenir, c'est de se replier sur la France parce que c'est vrai qu'on pourrait voir aussi le Mercosur comme une opportunité de trouver d'autres marchés. Pour vous, quelle est la solution aujourd'hui? Il y a deux sujets. La FNSEA a toujours été d'accord sur le libre-échange et on va continuer à l'être. Par contre, il faut qu'on ait de l'échange qui soit équitable. Ça veut dire qu'on ne peut pas importer sur le sol français des produits qui ne respectent aucune norme franco-française et encore moins européenne. Et dans le même temps, nous demander, nous,
d'être compétitif alors qu'on a une montée en gamme. Ça veut dire c'était quand même l'engagement de M. Macron à Rungis en 2017. Donc vous trouvez qu'il y a deux poids, deux mesures? Mais oui, c'est ça, parce qu'on nous avait demandé de faire une agriculture plus saine, en utilisant moins de ceci, moins de cela. Bah, c'est très bien, mais si dans le même temps on ouvre le marché parce qu'on a une partie des consommateurs qui ne peuvent pas se payer les denrées un peu plus chères, bah, c'est pas la solution, quoi. Léandre Mandard, pour vous, c'est quoi la solution? Déjà, je suis d'accord avec le constat que si on ouvre, si on est pour le libre-échange et qu'on est cohérent, bah, effectivement, on se met à recevoir, à importer des produits de d'autres pays qui sont produits avec des normes beaucoup moins strictes que chez nous. Ça ne veut pas dire que chez nous c'est bien, mais qu'ailleurs c'est pire. Et du coup, en fait, cette mondialisation effrénée et continue de l'agriculture, en fait, c'est une impasse. Et c'est pour ça que c'est une contradiction fondamentale dans votre discours, parce qu'on ne peut pas être à la fois pour la libéralisation continue du marché et en même temps mettre... Voilà, non, alors vous pouvez développer, en tout cas vous n'êtes pas d'accord, ce qui est l'objet du débat. Merci à vous deux d'être venus et d'avoir accepté notre invitation. Merci encore.